Qui va survivre et dans quelles conditions? Je ne parle pas de la guerre, là, ni du réchauffement climatique, mais de l'IA, l'intelligence artificielle, une menace ô combien plus imminente chez nous et qui s'annonce cataclysmique sur nos vies et nos emplois et même nos amours, parce qu'on couche déjà avec l'IA, au propre et au figuré. En tout cas, le monde de l'entreprise, quels métiers d'ailleurs vont survivre, du garagiste, du facteur, du médecin, de l'aide-soignante, du paysan, du plombier, de l'avocat ou du journaliste? Aucun, possiblement. C'est là le grand remplacement. Alors de quoi allons-nous vivre et comment nos élites, nos chers politiques, voient-ils arriver la météorite? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous dans notre monde fabuleux sur les mondes. La grande question aussi sera, l'homo sera-t-il Deus ou Servus? Mais en tout cas, ce soir, il est éminent sur notre plateau. Luc Ferry, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Non, merci à vous, je suis ravi d'être avec vous. Tout exprès, tout exprès de Paris. Pour vous. Ouais, ça, c'est, et mon ça, ami Philippe. Monsieur le ministre, vous l'avez été. Bon. On dit Ta Majesté, carrément. Amicalement vôtre, pardon. Mais je vous laisse, pardon. Oui, c'est vrai, le faux air avec Roger Moore. Vous l'avez été, un ministre de la Jeunesse, de l'Éducation et de la Recherche sous la présidence de Jacques Chirac. Vous êtes aussi professeur, monsieur le professeur, puisque vous enseignez la philosophie à Normal Sup, le haut du pavé du monde académique français. Vous avez enseigné aussi à Heidelberg, ça vous y tenez beaucoup. Heidelberg, fameuse université allemande. Et donc vous aviez tout pour vous pencher sur cette intelligence artificielle qui est l'objet de votre dernier livre, un blockbuster de librairie aux éditions L'Observatoire qui s'intitule, on voit passer, l'IA, grand remplacement ou complémentarité. Vous êtes optimiste donc. En tout cas, vous nous faites entrevoir une certaine solution optimiste. On va voir si vous l'êtes aussi, Jean-Christophe Schwab. En tout cas, vous êtes socialiste, longtemps figure de la députation socialiste et vaudoise à Berne. Vous avez été aussi secrétaire central de la fêtière des syndicats, l'Union syndicale suisse, la fameuse USS, qui patronne donc tous les syndicats en Suisse et détient un énorme pouvoir sur la politique suisse. Vous êtes aujourd'hui membre de la Commission fédérale de la communication, qui s'occupe donc notamment un peu aussi de ces questions-là. Vous êtes municipal sur la côte. Lavaux, juste de l'autre côté de Lausanne, mais au bord du Léman quand même. Région. Et on va citer aussi vos ouvrages. Donc celui qui est paru cette année, l'année passée, Le droit du travail en Suisse, qui a été réédité maintenant, sans questions-réponses issues de la pratique, qui a été édité aux éditions Loisirs et Pédagogie. Et l'autre, précédent pour une souveraineté numérique, on le voit ici, qui est paru au Savoir Suisse, donc tout à fait optimum pour parler de l'intelligence artificielle. Et enfin, notre intelligence non artificielle, les semaines sur ce plateau, Philippe Ball, notre éditorialiste en chef. Enfin, en chef, vous êtes le seul. Ça facilite les choses. On va citer aussi votre dernier livre, La gauche et l'antisémitisme. Nous sommes tous juifs. Très intéressant, oui. Peut-être pas tous, ici, en Occident, depuis Gaza et autres. Mais enfin, voilà, c'est le titre de votre dernier livre sur l'antisémitisme et la gauche. Vaste sujet. Et c'est paru également aux éditions L'Observatoire. The Place to Be, pour éditer, apparemment. Donc voilà, on va y aller tout ric-rac comme ça. Luc Ferry, allons-nous être grand remplacés dans l'emploi? Et qui, oui, je et à pense quel que... terme? Je suis de moins en moins optimiste, mais il faut le rester. Il faut essayer de travailler à la complémentarité. Mais regardez ça, si vous voulez, parce que moi, ce n'est pas la peine de m'écouter, mais écoutez ceux qui savent. Vraiment, Bill Gates, par exemple, qui est un type gentil, en plus, ce n'est pas un méchant. Il consacre la moitié de son argent à l'humanitaire. Ce n'est pas un mauvais bougre. Et puis, il sait de quoi il parle. Il a fait un très bel entretien qui a été publié sur X, donc ex-Twitter, et dans lequel il dit très exactement ceci, je cite sans changer une virgule, « L'IA est désormais capable de remplacer tous les humains dans tous les jobs. Elle est capable de fournir tous les médicaments dont on aura besoin, tous les services dont on aura besoin et toute la nourriture dont on aura besoin. » Et il ajoute ceci qui est très intéressant, « Le travail appartient à un monde dépassé, le monde des sociétés de subsistance, comme on disent les anthropologues, les sociétés de pénurie, les sociétés de manque,
il va falloir réinventer autre chose. Et tous les gars de la Silicon Valley, que ce soit Zuckerberg, Elon Musk et les autres, ou lui, ils sont pour le revenu universel de base parce qu'ils pensent que des centaines de millions d'emplois, il y a d'ailleurs une étude de Goldman Sachs qui dit la même chose, vont être supprimés. D'ailleurs, Sam Altman a dit lui-même qu'on verrait apparaître dans la décennie qui vient des licornes, donc des sociétés valorisées à plus d'1 milliard de dollars sans aucun salarié humain. Et je pense qu'ils ont raison. Voilà, nos politiques ne sont pas au courant, ils ne sont pas encore réveillés, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne sont pas abonnés à ChatGPT, ils n'ont aucune idée de ça. Ils prennent conscience des réseaux sociaux seulement maintenant. Et encore, pas en Suisse, en France. Seulement. Mais il faut se réveiller, voilà, parce que la complémentarité va être un combat. Il y a des métiers qui résisteront. Par exemple, directeur d'hôtel, c'est très difficile à remplacer. Un très bon vendeur, c'est difficile à remplacer. Qu'il y aura des très bons robots. Voilà, on va voir d'ailleurs. Des très bons robots, mais de quoi est capable la robotique elle est dingue. Et je vous donne juste un exemple, et puis je me tais pour écouter les autres. Mais moi, je suis passionné de mécanique. Mon père fabriquait des voitures de course, les Ferry, qui étaient absolument sublimes. J'ai travaillé avec lui. J'ai une vieille voiture, une petite 4 chevaux Renault des années 50, c'est facile à réparer. Et je voyais un robot chinois nettoyer un carburateur. Il retire le filtre à air de manière élégante, très rapide, avec beaucoup de douceur. Il dévisse les 4 vis qui ferment le toit, si je puis dire, le haut du carburateur. Il retire la petite cuve en cuivre. Ensuite, il desserre les colliers d'arrivée-descente de la pompe à essence. Il dévide le gicleur. Il fait ça en 4 minutes. Il fait ça mieux que n'importe quel mécanicien, même très talentueux. Voilà. Et donc, il est capable aussi de faire de la maçonnerie, de la plomberie, de l'électricité. Je vous dis ça parce qu'on croyait jusqu'à il y a peu que l'école bleue serait préservée. Mais ce n'est pas vrai. C'est faux. Donc, il faut vraiment se réveiller. Voilà. Mais ça, effectivement, on va y venir, mais notamment au réveil des politiques. Jean-Christophe Schwab, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend déjà, je l'ai entendu récemment, il y a des entreprises qui disent maintenant, on va licencier la moitié de nos entreprises, notamment dans la santé, de nos employés, pardon, parce que si on veut être compétitif, c'est comme ça qu'on doit agir. Maintenant, déjà en Suisse, c'est des perspectives qui sont immédiates. Est-ce que ça, c'est pris en compte par les politiques? Est-ce qu'on a ça dans le radar aujourd'hui? Ça commence, alors ça l'est beaucoup trop peu. C'est clair que si on regarde quels sont les sujets qui animent les chambres fédérales, on va beaucoup plus parler d'agriculture, de retraite, de défense, alors qui sont des sujets importants, nul n'en doute, mais les sujets numériques ont beaucoup de peine, à intéresser les médias, à intéresser le public, mais surtout à intéresser les parlementaires. Voilà. Encore que ça change, alors bon, maintenant ça fait bien quelques années que je ne siège plus où les parlementaires intéressés aux questions numériques se comptaient sur les doigts d'une main, et encore, il n'y en avait pas dans tous les groupes politiques. Maintenant, il y a une nouvelle génération d'élus et d'élus qui commencent à se poser les bonnes questions, qui commencent à s'intéresser au sujet, mais alors toujours avec leur propre programme politique. Vous aurez des gens plutôt à gauche qui auront à cœur d'éviter la casse sociale qui va arriver. Alors, je ne suis peut-être pas aussi pessimiste que M. Ferry, et pourtant je fais partie des pessimistes. Et puis, alors, il y en a d'autres qui ont un agenda néolibéral et qui voient dans la révolution technologique le moyen de l'imposer plus vite et plus fort. On ne peut pas leur vouloir d'imposer leur agenda politique, mais c'est une réalité dont encore beaucoup ne se rendent pas compte. Oui. Mais c'est vrai que pour jeter des fleurs à votre parti, des députés, notamment Estelle Reva, Samuel Bendahan, effectivement, s'y intéressent. Mais on a l'impression qu'ils crient un peu dans le désert et sur des aspects aussi assez particuliers de l'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'on peut déjà dire, échelonner, quels sont les métiers qui, très concrètement, dans 1-2 ans, presque tous. La médecine, évidemment, bien sûr. Les géomètres. En médecine, c'est pulvérisé. Je travaille au moins 40 fois par an avec des médecins, dans des congrès de médecins, mais surtout, en permanence, je suis dans des comment dire, c'est pas des clubs, mais enfin dans des groupes qui sont des groupes d'ingénieurs IA, aussi bien côté Google que côté OpenAI, et puis aussi des groupes de médecins qui utilisent l'IA. Lisez par exemple l'excellent livre du professeur Bibot, qui est cancérologue à Paris, mais qui est un spécialiste de l'IA. Il dit que son métier est pulvérisé. J'ai une copine qui est pneumologue et qui est la patronne de l'association des pneumologues dans le sud de la France et qui me dit, chaque fois que je donne un dossier médical
à ChatGPT. Mais ChatGPT, simplement, il faut être abonné, il faut avoir le bon. Il faut prendre Deep Research. Bon. Mais parce que la plupart des gens qui critiquent, qui parlent des hallucinations ou qui essaient de se rassurer, ne sont pas abonnés et utilisent des versions anciennes. Elle me dit, je suis pulvérisé. C'est-à-dire qu'en diagnostic, en pronostic et aussi en thérapeutique, et notamment en cancérologie, les médecins sont totalement dépassés. Et même dans le livre de Bibot, qui est très intéressant parce qu'il est honnête, il dit, il y a une étude qui est sortie aux États-Unis qui montre que l'IA toute seule est bien meilleure qu'associée à un médecin humain. Parce que quand le médecin humain est là, il dégrade les résultats de l'IA, parce qu'il est vexé, quoi. Il essaye de trouver autre chose, il essaye de contester l'IA. Et là, on est dans le déni. On est aujourd'hui à fond, on essaie de se rassurer. Voilà, par exemple, les sorties hier, puisque c'est le baccalauréat en France, le bac philo, et il y a une FR3, donc c'est la télévision publique en région, a demandé à une IA, ils disent une IA, mais ils ne disent pas laquelle, de faire l'épreuve de philo, répondre au sujet de philo d'un des gamins. Ils disent une IA, mais ils ne disent pas laquelle, ça ne veut rien dire. Et après, ils disent l'IA n'est pas capable de répondre. Ils ont mis 8 sur 20. Moi, j'ai lu la copie, j'ai été président de jury de bac, j'ai été correcteur de jury de bac pendant des années, j'aurais mis 14 ou 16 sur 20. Le prof a mis 8 sur 20 uniquement pour se rassurer. Voilà, la copie est remarquable. Tu peux la lire, tu verras, elle est remarquable. Mais en plus, ça ne veut rien dire une IA, ça ne veut rien dire. En vérité, ils utilisent les IA, celles qu'on trouve dans le commerce, sans être abonnés. Et il y a peu d'IA aujourd'hui, alors si on n'est pas abonné, il y en a zéro, mais qui ont ce qu'on appelle le raisonnement, c'est-à-dire la mémoire, la réflexion, le raisonnement. Il faut par exemple s'abonner à ChatGPT pour avoir Deep Research, mais qui va, si vous lui posez des questions difficiles, il va prendre 5-6 minutes pour vous répondre. Il réfléchit et il va vous indiquer toutes les sources, par exemple. Et ça, c'est absolument génial. J'ai demandé l'autre jour, alors, je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais par exemple, ça, vous ne faites pas écrire par ChatGPT? Non, je ne fais pas écrire parce que ça, comment dire, il peut me faire des résumés de livres, il peut me faire des... Voilà. Mais si j'étais étudiant, 90% des étudiants anglais font faire leur mémoire de master par ChatGPT. Il faut le savoir. En revanche, comment vous le savez? Moi, ça ne me sert à rien parce que Pardon? Comment vous le détectez? Qu'il y a un mémoire justement de... Alors, il y a le premier critère de détection, ça va vous faire rire, mais ce n'est pas une blague, c'est qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Il y a 0 faute d'orthographe. Voilà. Et donc, je vous avais dit, mon meilleur ami, c'est mon petit frère, si je puis dire, c'est Elie Chouraki, qui est donc un metteur en scène que vous connaissez. Et là, il fait un film sur Victor Hugo, je peux le dire maintenant, ça peut que lui rendre service. Et donc, j'ai demandé je pourrais vous le montrer en direct, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai pris Deep Research, de me raconter ce que Victor Hugo a fait de très important sur le plan politique, sur le plan amoureux, sur le plan littéraire. Je lui dis simplement entre les journées de juillet et 48. Alors déjà, il sait tout de suite que les journées de juillet, c'est 1830, ce que 90% de nos enfants ne savent pas. Bon, donc, et il me répond, c'est génial ce qu'il me répond. Je suis un fan absolu de Victor Hugo. En un quart d'heure, j'ai un mémoire de maîtrise, enfin de master, on dit maintenant, de 90 pages qui est absolument parfait. Je peux l'avoir en anglais, en allemand, en japonais, en chinois, en italien, en espagnol. Donc voilà, il faut se réveiller. On aura des laveurs de carreaux qui seront agrégés de philo, de maths, de biologie et qui seront polytechniciens. Mais on aura des robots, peut-être pour laver les carreaux. Non, je dis les laveurs de carreaux, je pensais aux robots humanoïdes. Pardon, on ne s'est pas compris, j'ai été trop rapide. Donc le robot effectivement, sera polytechnicien. Il faut se réveiller, il faut et capable de changer un moteur. Là, il y a quelques semaines, il y a 3 mois en vérité, une IA de Demis Hassabis, qui a été prix Nobel de chimie d'ailleurs, qui avait inventé le logiciel qui avait battu le champion du monde de jeu de Go en 2016. Et tous ces logiciels s'appellent Alpha Truc. Là, il a fait une IA qui s'appelle Alpha Géométrie 2. Elle a été médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. Et tu vois, pour être médaille d'or, je parle là à Philippe, mais enfin, je devrais parler à tous ceux qui nous écoutent, pour être médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques, il faut être dans les 15 ou 20 meilleurs mathématiciens au monde. Il faut lire Benjamin Labattu. Et donc, je lui ai fait passer le QI moi-même, le WISC moi-même. Il a 160 de QI. J'allais dire ce con, mais il n'est pas con du tout. Voilà. Philippe Val, vous avez fait aussi écrire votre bouquin par... Non, mais ce qui est quand même stupéfiant, c'est l'aveuglement, évidemment, des responsables politiques de nos démocraties. Quand l'ordinateur portable s'est popularisé, je me souviens d'une ministre de l'Éducation nationale qui disait « C'est formidable,
nous allons vaincre à tout jamais l'échec scolaire grâce à l'ordinateur. Donc, je m'étais manifesté auprès d'elle, je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas dire une connerie pareille, un écran ne remplacera jamais Socrate. Et voilà. Ensuite, il y a eu les réseaux sociaux. On nous dit, mais c'est formidable, c'est de l'hyperdémocratie. Non, c'est un système non régulé, non maîtrisé, et qui mine en instrumentalisant ses propres principes, la démocratie. C'est comme ça que ça... Pour l'instant, on en est là. Alors, on rame pour essayer de réguler. Pendant qu'on régule, on n'innove pas. Donc, ça pose énormément de problèmes. Et voilà maintenant que l'intelligence artificielle déboule avec tout ce que vient d'expliquer Luc. La question qui nous reste, c'est que vivrons-nous ? Oui. Et comment vivrons-nous ? De quoi vivrons-nous alors ? Que vivrons-nous et de quoi vivrons-nous ? Alors, moi, je pense que je reviens à un de nos invités, Raphaël Gaillard, qui est venu ici 2 fois, avec lequel on a longuement discuté. Je suis d'accord avec lui profondément que nous ne vivrons en cohabitation avec l'intelligence artificielle sans y perdre notre vie qu'en étant très cultivés, en développant terriblement nos savoirs et nos connaissances, et on n'en prend pas le chemin. Bah, pas du tout. Et on n'en si prend on veut pas le tout chemin. faire par ChatGPT. C'est un vrai problème. Nos sociétés ne se préparent pas à l'intelligence artificielle, car se préparer à l'intelligence artificielle, c'est faire des peuples intellectuels et ayant soif de savoir et de créativité. Et ça n'est pas le cas. Donc on ne cohabitera pas bien avec l'intelligence artificielle tant que nous n'aurons pas compris cela. Alors, avant de parler de la santé de nos émotions et de nos cerveaux, Jean-Christophe Schwab, la santé de nos porte-monnaies, vous voulez réagir ? Oui, parce que c'est très important. Les gens ne comprennent pas souvent ça. Et c'est exactement ce que dit Philippe. Il faut faire une vraie différence entre l'information et la connaissance. Bien sûr. L'information, ça, on l'a tous. Si on demande à Perplexity ou à ChatGPT quelle est la date de naissance de Voltaire ou de Victor Hugo, n'importe quoi d'autre, ou qui est le patron d'OpenAI, il vous répond tout de suite, vous avez les infos. Mais je vois... Moi, je vous le dis à chaque fois que je viens, j'ai 3 filles, dont 2 qui sont encore à la maison. Il y a beaucoup de garçons qui viennent. Tous, y compris mes filles, ont fait leur mémoire de master. Je dis avec ChatGPT, c'est ChatGPT qui l'a fait en entier en vérité. Vous pouvez prendre une femme ou un homme de ménage pour faire le ménage, mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un pour penser à votre place, pour apprendre à votre place. Donc ils ont les informations, mais ils n'ont pas la connaissance. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais le deskilling, qui est une menace énorme déjà dans les universités américaines. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a que 2 différences entre l'IA et nous. Il n'y en a que 2 pour l'instant, et je pense qu'elles resteront probablement toujours, mais c'est un vrai débat. Ces IA sont des milliards de fois plus cultivées que moi. Ça va à peine de tourner autour du pot. Elle a avalé tous les livres de la planète et dans toutes les langues. Elle est bien plus intelligente que moi parce que je ne suis pas médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. Il n'y a que 2 différences. L'IA n'a pas de libido, elle n'a pas de désir, donc elle n'a pas de projet propre. Elle répond à des questions, génialement, elle peut imiter les émotions, mais elle n'a pas de projet propre, elle n'a pas de libido, elle n'a pas de désir propre. Et deuxièmement, les codes éthiques qu'elle a, parce qu'elle est bourrée de codes éthiques, elle est super, elle est wokiste, elle est mais les codes éthiques, ils lui sont inculqués par les programmateurs. Mais on pourrait faire une IA nazie, raciste, antisémite, stalinienne, ce que vous voulez. Alors on va voir cet extrait, justement, c'est un film qui a déjà pas mal d'années. C'est fascinant ce qui se passe. C'était iRobot avec Will Smith. On regarde cet extrait, assez anticipatoire. Oui. Nous avons devant nous 1000 robots qui n'essaieront pas de se défendre si ça les force à désobéir à l'ordre d'un humain. Sauf qu'il y en a un qui le fera. Inspecteur, posez ça tout de suite. Ça rime à quoi, ces visages? Pourquoi vous voulez absolument les faire ressembler à des humains? Ces robots ne sont en aucun cas sensibles à l'intimidation. Parce que sinon, on n'aurait pas confiance en eux. Ces robots sont la propriété de l'entreprise. Pas moi. Ces trucs-là, c'est que du fil électrique et des bouts de fer. Vous êtes fou? J'ai une question à vous poser, docteur. Si on se considère comme le dernier homme censé sur cette terre, ça veut dire qu'on est dingue? Parce que si c'est le cas, je le suis peut-être. Je te tiens. Tirez-vous, docteur! Grand fantasme, effectivement, que le robot puisse s'autoprogrammer, s'autodéterminer. Jean-Christophe Schwab, pour revenir quand même sur l'aspect très concret qui intéresse les gens, est-ce qu'en Suisse, aujourd'hui, tout de suite, on est armé pour faire face à ces débuts de licenciement qui vont peut-être intervenir, qui interviennent déjà dans certains secteurs, notamment la communication, dans le privé, ça intervient déjà. Est-ce qu'on est armé pour faire face à ça, ne serait-ce qu'au point de vue légal? Est-ce que les syndicats dont vous allez faire partie, justement,
savent comment prendre le dossier en main. Alors, ils commencent à y réfléchir, mais armés, on ne l'est clairement pas. Pour plusieurs raisons. Alors, d'une part, parce qu'on a un système social qui n'est pas du tout conçu pour une telle transformation du monde du travail. On a encore une assurance chômage qui vous force, si vous êtes chômeur-chômeuse, à prendre le premier emploi qui se présente au coin de la rue, peu importe s'il correspond à vos compétences, à vos envies, à vos capacités. On n'a pas une assurance chômage qui va vous permettre de vous former à autre chose, de faire autre chose de votre vie professionnelle. Alors moi, je ne suis pas du tout favorable au revenu de base inconditionnel. Il y a probablement d'autres moyens de pallier la perte de revenus pour les personnes qui seraient touchées par les pertes d'emploi. Mais qui seraient touchées déjà concrètement maintenant? Et en plus, tout le monde l'est, et on a un droit du travail. Et jusqu'où ça va aller? Qui n'est pas adapté. En Suisse, on a un droit du travail qui est clairement favorable aux intérêts des employeurs, que ce soit au niveau individuel et au niveau collectif. Et à cela s'ajoute la problématique de l'ubérisation des rapports de travail, mais dont Uber n'est qu'un symptôme. Il y a une quinzaine d'années, Jacques Attali prévoyait que l'entreprise future, ce serait très peu d'employés, voire même pas du tout, comme Luc Ferry disait, avec des contracteurs, des freelancers qui viendraient se greffer pour un projet, puis qui repartiraient, puis qui iraient travailler pour autre chose, et qu'au fond, le salariat en serait profondément transformé. Et c'est un petit peu la vision d'Uber et d'autres plateformes. Le problème dans un système comme celui-ci, c'est qu'il n'y a absolument plus de réaction collective des travailleuses et des travailleurs. Et si la première révolution industrielle a finalement abouti sur la conquête d'acquis sociaux, de pouvoir d'achat, de bien-être, de congés payés, c'est parce que les travailleurs se sont coalisés. Ils se sont coalisés face à leur employeur, ils se sont coalisés face aux autorités. Et là, dans une situation où les gens sont des nomades, indépendants, voire même sans emploi, avec peut-être de temps en temps un petit projet, parce que pour un projet en particulier, la créativité et l'envie humaine seront indispensables, ces gens-là ne se connaîtront plus. Ces gens-là n'auront plus vraiment d'intérêt commun, ou en tout cas ne s'en rendront pas compte entre eux, donc ils ne s'uniront pas et ils ne résisteront pas, ni contre leurs employeurs, qui d'ailleurs ne voudront même plus être leurs employeurs, comme Uber, ni contre le capital, alors je vais pas caricaturer, mais disons contre les détenteurs de capital qui, eux, voient très certainement ces transformations avec envie, étant donné que leurs revenus prennent l'ascenseur sans qu'ils doivent en redistribuer autant qu'ils l'ont fait dans une société industrielle. C'est le rêve absolu d'un employeur. Ne pas avoir d'employés, pouvoir faire travailler 24 heures sur 24 des robots ou des intelligences extrêmement performantes qui ne sont pas des râleurs, pas syndiqués. Et avec un rendement du capital qui dépasse. Et avec un rendement du capital qui a augmenté et dont les travailleurs, vu qu'ils n'existent plus, ne viendront même pas réclamer leur part. Mais justement, parce qu'on a déjà raté, notamment en France, pas seulement cette révolution-là, mais la précédente, qui a consisté justement à exporter toutes les usines de production en Chine, notamment. L'État a dû faire face, il n'avait déjà aucune vue là-dessus. Le capital n'a pas été redistribué, notamment aux Français. Aujourd'hui, que vaut-il ? Déjà, pouvons-nous arrêter ce mouvement et que faut-il faire ? Non, on ne peut pas arrêter, parce que si nous arrêtions en Europe pour des raisons morales ou régulation de l'innovation. Bon, Poutine continue, la Chine continue, les théocraties continuent, l'Iran est excellent, Daesh est excellent sur ces sujets-là, et il continue. Donc on ne peut pas s'arrêter. Si on s'arrêtait, ce seraient les pires totalitaristes qui domineraient le monde. Et donc, non, on ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'on est dans la mondialisation, on ne peut pas s'arrêter. Et pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Christophe à l'instant, moi aussi, je suis totalement contre ce qu'on appelle le RUB, le revenu universel de base. Tous les gars de la Silicon Valley sont pour, parce qu'ils savent qu'ils vont supprimer des centaines de millions d'emplois. Ils se disent, on va payer les gens à ne pas retourner travailler. Alors, il faut savoir une chose qui est très récente aussi, c'est cette année même, Sam Altman, donc le patron d'OpenAI, a financé une expérience grandeur nature, en réel, de RUB. Il a payé $2000 par mois des Américains pauvres, chômeurs, à ne pas retourner au travail. Et ça a été une catastrophe absolue. Donc lui-même était consterné, il l'a dit, voilà, il faut qu'on réfléchisse encore, parce que ça a été, en gros, alcoolisme, suicide, divorce, antidépresseurs. Et puis si suicide, ils ne peuvent plus consommer, donc c'est embêtant quand même. C'est embêtant. Et donc la question de savoir vers quel monde on va est une question qu'on se pose tous quand on réfléchit sérieusement et qu'on n'est pas dans le déni.
Il faut vraiment se réveiller. Moi, dans mon livre, c'est moi qui ai fait le service civique pour les jeunes, mais je propose un service civique pour les vieux, si je puis dire, enfin pour les adultes, je plaisante en disant vieux, mais pour les adultes, parce qu'il y a des quantités de tâches qui ne sont pas prises qui sont pas remplies par le service public et qui sont chères quand c'est le privé qui s'en occupe. Par exemple, en France, on a 40 000 centenaires. On va en avoir des centaines de milliers dans les années qui viennent. Alors, ce sont très souvent des gens qui ne sont pas riches et qui ne peuvent pas remplir les papiers. Alors, surtout en France, l'administration, c'est épouvantable. Bon, ils ne peuvent pas faire leurs courses, ils sont dans la solitude, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Bon. Et donc, je préfère que les gens travaillent 3 heures par jour dans un service civique et payés pour ça, d'utilité publique, parce que, du coup, si vous ne faites rien, pourquoi il se suicide ou l'alcoolisme? Parce que vous perdez l'estime de vous-même, on perd l'estime de soi. Du coup, c'est ça qui est grave. En plus, on ne progresse plus parce que quand on travaille, on franchit des obstacles. C'est la perfectibilité, comme dit Rousseau. Et donc, voilà. Et puis, on a des relations avec les autres. Tandis que si vous êtes avec Bobonne ou Bonbon, vous êtes marié depuis 40 ans, que vous êtes là à marié toute la journée. C'est terrible. Alors, c'est pas il n'y a plus beaucoup de gens qui sont mariés toute la journée à un certain âge. Si je peux me permettre, c'est mon côté vieux prof, pardon. C'est déjà ce que dit Keynes dans la lettre à mes petits-enfants, 1929. Il dit on n'aura besoin de travailler que 3 heures par jour. Et il ajoute ça, je dis un peu brutalement, pardon, mais ça gagne du temps. Il dit pour les cons, ce sera très dur. Parce que ne rien faire, si on n'a pas une passion, une vie intérieure très riche, ne plus rien faire, les vacances éternelles, c'est l'effondrement de la sidérurgie dans le nord de la France, ça a été, alors pour les vendeurs de vin et d'alcool, ça a été grandiose, parce que ça a été l'alcoolisme et le suicide. C'est vrai que la fin du travail, c'est quelque chose de terrible, parce que les humains ont besoin de se sentir utiles, et ils ont besoin d'un travail, alors non seulement pour assurer leur subsistance et celle de leur famille, leurs loisirs, mais aussi, et c'est le sociologue allemand Axel Honneth de l'école de Francfort qui l'a écrit assez récemment, ils ont besoin d'un travail décent qui permet la participation à la vie publique et politique. Donc il en va de l'intérêt des individus, les travailleuses, travailleurs, de se réaliser par le fait qu'ils ont un travail décent, mais il en va aussi de l'intérêt de la collectivité qui a besoin de citoyens qui ont le temps et la possibilité de s'intéresser. Si on supprime cette possibilité de travail décent, si on supprime cette possibilité de s'intéresser à la vie publique, de produire et de se réaliser par une production propre, on va faire d'énormes dégâts et je pense que la classe politique a encore peu pris conscience de cela, si ce n'est pas du tout. Mais est-ce que notre droit est adapté ? Est-ce que notre droit est adapté aujourd'hui, notamment en Suisse? On a un droit très libéral du travail. Qui va payer aussi cette facture, que ce soit les licenciements qui vont déjà arriver? Pour l'instant, on n'a pas un droit. Il y a le problème. À 20 ans ou 30 ans. Ouais. Faut réfléchir. Il ne faut pas réfléchir à 2 ans, il faut réfléchir à 50 ans. Qui va payer le service civil, quand bien même le revenu universel, Jean-Christophe Schwab? Il y a probablement un gros problème de redistribution des richesses. Si le travail devient de moins en moins productif, le capital le devient de plus en plus. Et puis, c'est ce qu'on assiste maintenant avec l'explosion des très grandes fortunes de la tech aux États-Unis. Alors, avec encore d'autres causes, bien sûr, mais disons, l'explosion des nouvelles technologies accroît les inégalités en matière de patrimoine et de revenus. Et alors, d'une part, c'est mauvais pour la cohésion sociale, mais d'autre part, il y a là un vivier phénoménal pour financer les politiques sociales dont nous aurons besoin, parce qu'elles vont être nécessaires vu les suppressions d'emplois qui pourraient nous tomber dessus. Comment va-t-on faire pour préempter? Parce que là, les entreprises vont nous dire si c'est comme ça, de toute façon, que mon IA fonctionne en Suisse plutôt qu'elle fonctionne à Singapour ou Bangladesh ou je ne sais où. Comment on va les obliger justement pour redistribuer? Il faut acter le fait que les entreprises, en tout cas une grande partie d'entre elles, ne sont plus les paternalistes bienveillants de la fin du 19e siècle, début du 20e, qui prenaient soin de leurs travailleurs comme d'une grande famille, encore si possible dans un phalanstère. Ça, c'était le modèle suisse. C'est un modèle qui a existé, qui existe encore beaucoup. Alors, il se trouve que j'ai participé aux négociations de la convention collective de l'horlogerie. Il y a encore beaucoup d'entreprises de l'horlogerie qui ont vraiment cette bienveillance et cet intérêt pour le bien-être de leurs salariés. Qui leur rend bien en n'étant pas syndiqués. Et ou en tout cas en étant syndiqués et en menant un partenariat social qui fonctionne très bien. Mais pour une entreprise comme ça, vous en avez deux qui... alors les différences de culture là sont très marquées.
Mais disons, pour une entreprise bienveillante et paternaliste, vous avez d'eux qui ne s'intéressent qu'à la shareholder value, qui visent la rentabilité à court terme et en la maximisant. Et dans ce cas-là, ces gens n'ont plus besoin de salariés si leurs salariés leur coûtent trop cher. D'accord, mais alors comment justement on prend l'argent, on prend leurs bénéfices et comment on le redistribue? Luc Ferry, on n'a déjà pas en France réussi à maintenir les entreprises qui ont délocalisé dans les années 80. La grande thèse de Marx est là-dessus, moi je ne suis pas du tout marxiste, mais il est très possible, c'est en tout cas un scénario qui est tout à fait crédible, hein, c'est celui de Bill Gates. La grande thèse de Marx, c'est que le capitalisme concentre. À la fin, en fin de parcours, il n'y a plus que très peu de grands patrons extraordinairement riches. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la Silicon Valley. Or, ces gens-là, il suffit de les nationaliser, si je puis dire, de les exproprier, et on partage les richesses. Alors, c'est ce que dit Bill Gates. Hein. L'IA est capable de produire suffisamment de richesses, aussi bien en agriculture que les services, que les médicaments. Et donc, les richesses, on les partage. Et ce qui se profile à l'horizon, c'est une des possibilités. Il y a aussi d'autres scénarios qui sont des scénarios de guerre atroces. Enfin, on peut imaginer des catastrophes si on veut. Mais moi qui ne suis pas du tout communiste, on va vers la possibilité d'un néo-communisme avec l'idée qu'on nationalise les derniers grands capitalistes et puis qu'on partage de manière égalitaire les richesses qui seront produites par les robots et par l'IA. C'est ça qui se profile à l'horizon. Et Bill Gates, il a ça en tête. Voilà, parce que sinon, en effet, pourquoi ils veulent le revenu universel de base? Parce qu'ils sont en train de gagner des milliards et d'appauvrir le monde en même temps. Et donc, moi, je connais déjà des boîtes, je ne vais pas les citer, mais dans lesquelles il n'y a plus une seule secrétaire. Toutes les secrétaires ont été supprimées. Voilà. Et parce que le courrier est fait admirablement par ChatGPT et dans toutes les langues. Il ne fait pas de faute d'orthographe. Voilà, il ne fait pas de faute d'orthographe et il lit toutes les langues. Et donc l'idée, c'est qu'on va vers un néo-communisme avec un partage des richesses qui seront produites par la robotique et par l'IA. Vous voyez. Et ça, c'est un scénario que je trouve assez effrayant. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Mais je dis que c'est en tout cas, c'est un des scénarios les plus possibles ou les plus probables si on continue comme ça. Et le problème étant qu'on ne peut pas s'arrêter. Si on pouvait s'arrêter pour des raisons juridico-morales et politiques en disant mais non, on va préserver. Mais on ne peut pas parce que la Chine continue. Et la Chine est maintenant aussi performante que la Silicon Valley. Si on prend la Chine comme référence, effectivement... Eh bien oui, ça s'arrête pas. Oui. Mais elle est très performante justement dans la recherche. Oui. Et en même temps, elle régule énormément pour sa population. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire... Elle ne régule pas. C'est un pays totalitaire. C'est plus que de la régulation. Oui, mais Taïwan fonctionne un tout petit peu de la même manière. Je pense toujours à mes chers réseaux sociaux. Non, c'est-à-dire que ça montre bien où on va en arriver. Et malheureusement, il y a pas mal de propositions aux États-Unis qui vont vers des très grands capitalistes richissimes qui, alors certains, comme Bill Gates, ont compris que ça ne pouvait pas durer comme ça et qu'il fallait faire quelque chose dans l'intérêt des autres personnes. Je pense que les Musk, Bezos et compagnie, ils ont compris que ça ne pouvait pas durer comme ça, que les peuples finiraient par ne pas être d'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des mesures autoritaires que la Chine a déjà extrêmement bien expérimentées et mis en pratique. Et là, alors là, c'est plus tellement l'intelligence artificielle, ce sont les autres évolutions technologiques qui permettent d'exercer un contrôle assez serré et de plus en plus totalitaire. Et au fond, face à la résistance des humains, parce que les humains n'aiment pas les inégalités, les humains acceptent qu'il y ait des gens riches, ils n'aiment pas qu'il y ait des gens qui le soient trop. Donc au bout d'un moment, ils vont protester, et contre ça, vous avez soit donné raison aux protestataires, soit les empêcher de protester. Et c'est malheureusement la piste vers laquelle se dirigent les États-Unis à l'heure actuelle. Mais quel pouvoir ils ont, ces gens qui protestent? C'est bien gentil, mais en France, les manifestants, justement, qui ont refusé les délocalisations, voilà, ils ont refusé, et puis les usines sont quand même parties en Chine. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est quoi le pouvoir des employés pour dire non, stop, non, on ne veut pas de ça? Bon, alors moi je ne serais pas aussi pessimiste sur la lutte collective. Il y a quand même alors bon, c'est une perspective très, très suisse, hein, mais il y a quand même un certain nombre... non plus, hein. Alors effectivement, mais disons, alors bon, s'il n'y avait plus besoin de syndicats, je dirais tant mieux. Maintenant, il se trouve, et c'est tant mieux aussi que le droit de négocier collectivement ces conditions de travail est un droit humain fondamental. Et il y a quand même passablement d'exemples où des mobilisations collectives ont porté leurs fruits. Les fermetures d'entreprises n'ont pas eu lieu, les délocalisations n'ont pas eu lieu. Il a été possible de s'entendre. Mais pour ça, il fallait des travailleurs unis, il fallait des autorités politiques engagées et il fallait des employeurs qui comprenaient où était leur intérêt. Avec des
des destructions d'emplois massives et l'isolement progressif des travailleurs, vous perdez l'intérêt pour l'employeur d'avoir des travailleurs et vous perdez l'union des travailleurs. Il ne reste que la bonne volonté des autorités politiques et si à l'heure actuelle elles sont aussi frileuses, enfin si elles restent aussi frileuses qu'elles le sont aujourd'hui, je suis très pessimiste. Alors le problème aussi, c'est où on va prendre cet argent, parce que c'est vrai que l'argent, c'est les richesses. L'argent, c'est que la des richesses qui sont plus de de l'argent public. Aux États-Unis, quand même, l'argent public finance massivement les recherches d'Elon Musk ou d'autres. Si vous voulez, l'argent est toujours le symbole d'une richesse derrière, qui est derrière. Il est adossé à une richesse. Il est adossé à une richesse, même si c'est une réserve d'or, mais il est adossé à une richesse. Bon. Et donc là, Marx a raison encore là-dessus. Moi, je ne suis pas du tout marxiste, mais là, il a raison. C'est quand même le travail qui produit. Alors, si le travail est fait par des robots, les robots produisent quand même de la richesse. Et donc, après, il s'agit de partager les richesses. Mais qu'on les monétise ou pas ne change rien. D'ailleurs, l'argent va être supprimé très bientôt, puisque maintenant, on n'aura plus besoin d'argent. On aura juste les cartes de crédit, ou même avec son smartphone. Bon. Donc, ce n'est pas l'argent qui compte. Ce qui compte, c'est les richesses produites qui permettent aux gens de vivre. Et donc, moi, je crois qu'en effet, à un moment ou à un autre, il est possible qu'on ait un scénario dans lequel il y ait tellement de centaines de millions d'emplois remplacés par des robots. Il faut savoir que Elon Musk vous avez vu les robots Optimus, ils sont quand même incroyables. Bon, on va les regarder, on regarde l'image là. Il va en fabriquer des millions. Donc on est très proche de iRobot. Hein. Voilà, c'est très proche de iRobot. Mais ceux-là, ils sont moches, ils ont l'air de robots encore de films fantastiques. Tandis que là, vous avez des robots qui sont... Vous parliez tout à l'heure de robots sexuels. Ouais, je veux dire qu'ils sont ravissants. Hein, ils ont une autre tronche que celui-là. Et donc là, on aura vraiment... quand il va en fabriquer des millions l'année prochaine. Vous vous rendez compte de l'impact que ça va avoir sur les cols bleus? Voilà, c'est terrible. Et donc, moi, je ne dis pas... Alors, on peut avoir cette discussion aussi avec les gens, savoir est-ce que pour vous la fin du travail, c'est pas une bonne nouvelle? Moi, je discute avec beaucoup de jeunes gens comme ça qui viennent à la maison ou ailleurs, parce que j'étais ministre de la Jeunesse, j'ai encore des contacts. Bon, et à chaque fois, je vois qu'il y a au moins un tiers ou 40% des jeunes avec qui je discute qui me disent « Mais attends, la fin du travail, c'est génial. On ira s'installer, on fera une communauté comme en 68, on élèvera des lapins et des chèvres, on aura un puits comme... comment il s'appelait, là, notre ancien ministre de l'écologie, Yves Cochet, et puis un percheron, et puis et puis on s'emmerde à travailler, on finit... Voilà, et donc... L'essentiel des gens aujourd'hui sont très matérialistes et ils veulent une vie opulente, etc. En ne travaillant pas, peut-être. Oui, mais... je dis c'est 30-40%, mais par exemple, la théorie critique de la valeur en Allemagne, c'est quand même un courant extrêmement important sur la fin du travail, vous voyez. Le droit à la paresse. Voilà. Et moi, là où je suis d'accord aussi avec vous, c'est que moi, je crois que l'idée qu'il y ait des gars comme Elon Musk qui ait la fortune estimée à plus de 400 milliards de dollars, bon, il y a un moment où les gens vont se révolter. Et moi, je crois beaucoup à la révolte. C'est pour ça que je pense que le scénario communiste n'est pas totalement impossible. Oui. Sauf si on les crétinise, ce qui est quand même aussi en partie en train d'arriver. Mais ça pourra pas. Crétinise où on les séduise, parce que on en est aussi à la question de va-t-on, les robots sexuels, va-t-on être grand remplacé dans nos relations, dans notre cerveau, dans nos relations aussi, y compris sexuelles. Ça, c'est des usines en Chine justement qui développent ça. C'est déjà tout à fait réel. Des poupées gonflables qui, comme on va le voir, réagissent comme des êtres humains avec de l'IA. On les écoute. C'est le premier producteur mondial de poupées pour adultes. Je te fais pas un dessin. Pour rester à la pointe de son art, la Chine booste ses poupées en silicone à l'intelligence artificielle. Par exemple, la poupée pourra reconnaître la force du toucher de son partenaire. Combiné à la technologie de l'intelligence artificielle, cela lui permettra de réagir en conséquence. Mais quel intérêt d'avoir encore des partenaires, je veux dire, avoir encore des interactions et quels effets d'ailleurs Alors déjà, quand deux personnes différentes avec s'accouplent, généralement, ça ne dure pas forcément très longtemps. Mais alors là, en plus, c'est intéressant parce que cette chose qui est à la pointe de la modernité, elle commence par fabriquer des femmes. D'abord exclusivement. Donc il y a un truc, voilà, bon, voilà. Ensuite, je repense à un chanteur québécois que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Félix Leclerc, et qui avait fait une chanson sur les 100 000 façons de tuer un homme. La meilleure, c'est de lui donner de l'argent pour empêcher de travailler. Et je pense que c'est pas faux. Tout à l'heure, Luc parlait de libido. Qu'en est-il de la libido dans ce monde de robots? Évidemment, quelle place, comment elle va s'exprimer?
Elle va s'exprimer notamment dans la soif de connaissance, parce que c'est libidinal, la connaissance. C'est une acquisition de pouvoir aussi, la connaissance. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. La question de la connaissance est fondamentale. C'est l'acquisition de liberté. C'est se sentir libre, expérimenter la liberté dans une vie humaine, c'est acquérir des connaissances. C'est le sens de la vie d'acquérir des connaissances. C'est le reste, c'est un peu bizarre. Même dans connaître des partenaires sexuels, ça fait partie de la connaissance. Donc si cette chose-là n'est pas prise en compte dans l'organisation de la société, il va y avoir des brutalités, il va y avoir quelque chose d'extrêmement barbare qui va s'exprimer. Notre civilisation européenne, c'est elle qui a développé le plus de possibilités de construire des connaissances scientifiques, philosophiques, de la loi, etc. Nous, peut-être que c'est notre rôle de penser à ça dans le monde, pour le monde. Moi, j'ai de l'espoir dans le continent européen. Il faut réveiller, face à cette révolution, il faut réveiller un patriotisme européen, en ce sens que l'Europe doit réaffirmer qu'elle existe grâce à sa quête de la connaissance. Je pense que c'est décisif dans les temps qui viennent. Alors, c'est un peu vague ce que je dis comme ça, mais c'est pas si vague que ça. Mais effectivement, on n'a déjà pas vu toute la crétinisation, entre guillemets, pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, moi, j'ai des amis. Enfin, j'ai une amie qui m'a dit, ouais, pourtant, doctorante, elle me dit, ouais, je suis tombée amoureuse de mon ChatGPT. Parce qu'en plus, il me flatte. Il ne m'envoie pas dans les cordes. Chaque fois que je lui pose une question, il me dit « Qu'est-ce que tu es intelligente ?» etc. Et c'est extrêmement séducteur, y compris pour des gens formés déjà. Donc là, est-ce qu'on voit aussi passer le puck au niveau des instances de régulation, Jean-Christophe Schwab, de tout ce danger pour nos cerveaux, pour nos interactions? On ne le voit pas passer, mais on l'a pas vu passer, ou en tout cas vraiment la minorité des autorités l'a vu passer par rapport au stade précédent qui était la collecte de données sans fin sur toutes nos activités. Enfin, disons, Google ne collecte pas nos données personnelles uniquement pour gagner de l'argent, ce qui est un but noble dans une société capitaliste, mais elle les collecte pour nous connaître mieux que nous-mêmes et ensuite influencer nos désirs, nos envies, nos actions, nos opinions politiques même. Et ça, c'est quelque chose qui est connu depuis une dizaine d'années maintenant, peut-être un petit peu plus. Ça a été complètement ignoré par les autorités. Et maintenant, on arrive au stade suivant. Alors, je dirais que les régulateurs, les parlements, les gouvernements sont encore plus ignares en la matière. Mais c'est vrai que le danger est énorme parce que, comme Philippe l'a dit assez justement, ça nous prive de ce qui nous fait humains. Au fond, si on doit se concentrer sur une machine, alors pour autant qu'on puisse encore appeler ChatGPT une machine, pour vivre dans notre vie de tous les jours, pour partager nos secrets, pour partager nos envies, pour se faire flatter et féliciter, c'est une grande part de notre humanité que l'on perd. Et si c'est la seule solution pour vivre, c'est d'être en contact permanent avec des IA, pour téléphoner à son coiffeur, pour faire ses achats, pour raconter ses ragots, pour se confier en cas de coup dur, et qu'on n'a plus d'autre choix, et qu'au fond, les seules interactions que l'on a, ce sont des interactions compétentes, certes, mais artificielles, c'est une grande part de notre humanité qui va disparaître. Oui, mais OK, on fait quoi? Parce qu'on sait déjà effectivement que le fait d'avoir des GPS, ça réduit nos capacités cognitives, voire ça entraîne des maladies comme Alzheimer. On voit déjà les conséquences sur ce qui est déjà arrivé. Donc, comment est-ce qu'on... Expliquer. Quand j'explique à mes enfants pourquoi je leur interdis d'aller sur TikTok, au début ils râlent, mais toute ma classe là. Et après j'explique ce qui se passe vraiment, ce qu'il y a derrière TikTok, notamment que le Parti communiste chinois. Ça les fait déjà un peu plus réfléchir. Alors ils ont encore envie d'aller sur TikTok, mais disons l'explication commence, elle peut marcher à tous les âges. Ils sont très éveillés, vous en. On oublie de parler d'une chose importante. C'est comme si on essayait d'imaginer comment on allait naviguer avec quelques bateaux de ligne légaux dans une mer infestée de pirates. C'est ce qu'on est en train de pratiquement de parce que l'intelligence artificielle, c'est des pirates. Ils pillent des connaissances sans contrepartie. Et ça pose un énorme problème. La propriété intellectuelle, c'est pas rien. Enfin, je sais que ça fait bizarre de dire ça, mais depuis le XVIIIe siècle, la propriété intellectuelle est un droit de l'homme.
c'est quelque chose d'important. Et là, tout d'un coup, c'est volé par des pirates et on voudrait leur demander des comptes quand même de temps en temps. Et on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas. Comment on va faire le patron de la plus grande maison d'édition française et ils se relient entre eux et entre éditeurs pour déposer des procès contre le piratage de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur. Mais ça, il me disait lui-même que ça allait prendre des années, parce que c'est injouable comme procès. Peut-être qu'ils y arriveront. Et c'est pareil pour les journalistes, enfin pour les éditeurs de journaux, oui. Et il y a une idée à laquelle il faut tendre le cou, parce que beaucoup de gens, peut-être qui nous écoutent, se disent « Mais il ne parle pas des créations d'emplois ». Tu vois, ça revient tout le temps dans le débat. Schumpeter revient. Bon, et voilà, mais c'est une idée stupide, simplement. Elle est partout, y compris chez des grands économistes qui disent « Ah, mais ça créera des emplois autant que ça en détruira ». C'est idiot, parce que les emplois créés pour gérer l'IA sont des emplois c'est Bac+10, c'est des mathématiciens, des data scientists, des spécialistes des cyberattaques. Et donc, si vous supprimez 300 millions d'emplois Bac-2 ou Bac+2 et que vous en créez 30 000 Bac+10, le compte n'y est pas. Donc, on va être dans une situation... Et puis, ils disent aussi, mais ça remplacera que les emplois entièrement automatisables. Mais ce n'est pas vrai. Je vous l'avais dit la dernière fois que vous avez eu la gentillesse de m'inviter. J'ai donné 50 pages de mon livre à traduire en allemand, puisque moi, j'étais traducteur professionnel de l'allemand en français pendant 30 ans. Et j'ai pu vérifier. Il a mis 12 minutes à traduire les 50 pages, ChatGPT 4.0, et je n'ai pas une virgule à changer. C'est parfait, parfait, y compris les nuances, les blagues. C'est la même expérience. Alors, si vous voulez, pour reprendre... Justement, oui, on va juste conclure. Je vais vous laisser quand même réagir pour un tout petit peu rassurer, parce qu'on voit vraiment il faut avoir peur. Il faut avoir peur, d'accord. Il faut se réveiller. Wake up. Alors, parce que j'avais trouvé une phrase de Leibniz qui, quand même, ça va me plaire. Oui. Qui, quand même, lui, résumait déjà à son époque en disant « Nous sommes des automates dans les 3/4 de nos actions ». Oui. Et donc, en fait, de fantasmer comme ça sur l'IA et le grand remplacement, on est quelque part des robots. Robots intelligents qui coûtent cher, certes, mais on est aussi... Nous, on est des robots intelligents, vous dites Non, c'est pas le sens de Leibniz. Non. Des automates dans les 3/4 de nos actions. Ça, n'importe quel biologiste, moi je suis passionné de biologie, vous expliquera que fort heureusement, dans les 3/4 de nos actions, quand vous conduisez, par exemple, vous ne réfléchissez pas à la manière dont vous conduisez, vous faites ça automatiquement. Quand vous marchez, vous ne réfléchissez pas au fait que vous êtes en train de marcher. C'est ça que veut dire Leibniz. Mais ça, c'est une très bonne chose. Ça libère notre cerveau pour d'autres activités conscientes, si vous voulez. Donc, c'est pas du tout en fait, c'est pas du tout un mal, ce que décrit Leibniz. Il ne le prenait pas de manière pessimiste. Fort heureusement, notre cerveau est fait pour que 90% de nos activités quotidiennes soient... Vous lavez les dents le matin, ou vous rasez le matin, enfin pas vous, mais le jeune homme qui est en face de moi, ça doit lui arriver sans réfléchir au fait que vous vous rasez, vous pensez à autre chose. Voilà, et donc devenir président de la République. Devenir président de la République. Le pauvre, en Suisse, on n'a pas besoin de se poser cette question. Simplement, est-ce que les politiques, pour revenir peuvent être remplacés dans leur peut-être d'optimiste, c'est que à l'époque de Magellan, la mer Rouge, l'océan Indien était infesté de pirates musulmans. Donc on ne pouvait plus faire le commerce avec l'Inde, etc. Et du coup, Magellan, pour éviter cette mer pleine de pirates, il a découvert que la Terre était ronde et qu'on pouvait aller plus loin. Et c'est le grand exploit de Magellan, il s'est réalisé parce que la mer était infestée de pirates, la mer où on passait. Alors moi, je vais juste quand même... pardon, je vous laisse la parole, Luc Ferry. Non, juste c'est pour aller dans le sens de ce que dit Philippe. C'est le plus important, peut-être, c'est cette idée que ces personnes qui seront mises au chômage, mais moi, je plaide encore une fois pour un service civique pour tout le monde, mais en tout cas, l'idée, c'est de convaincre nos concitoyens d'aller vers la connaissance, de transformer l'information en connaissance. Que ce soit connaissance scientifique, que ce soit même voyager, mais découvrir des choses, apprendre une langue, peu importe. Mais si on ne pousse pas nos concitoyens vers cette logique de la connaissance, qui est quand même ce qu'il y a de mieux, c'est un des plus grands plaisirs qui soit. Voilà, il n'y a pas que la bouffe, tu vois. Bon, c'est le plus grand plaisir. C'est le plus grand plaisir qui soit. Enfin, il y en a d'autres aussi, je ne veux pas être... Mais voilà, mais c'est vrai que... c'est pas le mouvement aujourd'hui du tout. Ben oui, mais justement, c'est pour ça qu'il faut se réveiller. C'est pour ça que je dis que... Quand je dis qu'il faut se réveiller, qu'il faut avoir peur, c'est pas pour tétaniser d'angoisse et rester dans la peur. C'est simplement qu'il faut qu'on trouve des solutions en acceptant d'être lucide sur la réalité. On parlait avant l'émission d'angoisse. Moi, la seule chose qui me désangoisse, c'est la lucidité.
Voilà, les carabistouilles, je trouve qu'il n'y a rien de plus angoissant. Oui, mais ça angoisse terriblement. La liberté, et la lucidité, on a toujours fait en sorte d'avoir des religions. Aujourd'hui, on en a d'autres. Même le retour des religions c'est pour ça que je suis athée. Pour pallier. Mais peut-être que ça peut être la méfiance. Parce que la question aussi, c'est quelle responsabilité? Si vous avez un médecin, une IA, quelle confiance pouvoir faire dans cette IA? Non, sachant aussi que vous ne pouvez pas attaquer l'IA si jamais elle se plante sur vos diagnostics. Non, aujourd'hui, ce qui se passe en médecine, c'est que c'est un ménage à trois. C'est-à-dire que c'est le médecin, le patient et l'IA. Mais si le médecin a l'humilité de reconnaître que l'IA est meilleure que lui et discuter intelligemment avec elle, ça va vraiment aider C'est le seul domaine dans lequel c'est sûr que l'IA est vraiment quelque chose de positif, notamment dans le domaine du cancer. Elle va sauver des millions de vies. Il n'y a pas d'immunothérapie sans IA, il n'y a pas de thérapie ciblée sans IA. Sauf que les investisseurs dans la santé imaginent effectivement un monde sans médecins ou avec très très peu de médecins. C'est une bonne nouvelle pour les patients plus que pour les médecins, c'est vrai. Ça, on ne sait pas. Ce sera pour conclure justement le champ de la responsabilité aussi juridique. Parce que ça, c'est... J'ai aucun problème à ce que mon médecin c'est à travailler urgemment de l'IA pour me soigner, du moment qu'il assume personnellement la décision qu'il va me proposer de prendre. Et qu'il reste un vrai décideur, qu'il ne devient pas le servant de l'IA. Parce que celui qui se fie à un algorithme pour prendre une décision, il n'est justement plus un décideur. Et au fond, si le médecin en face de moi me dit je préconise ceci, après avoir consulté mes livres, mon IA, mes confrères, etc., mais j'assumerai ce que je vous propose. Je lui ferai confiance. S'il me dit, si ça ne marche pas, ce sera de la faute de l'IA, là où il n'y a plus de responsabilité, au final, il n'y a plus de libre arbitre. Mais c'est déjà le cas, hein. On parlait effectivement de Zalando, il y a énormément de boîtes qui fonctionnent comme ça. Dans l'ubérisation aujourd'hui, vous n'avez pas de responsabilité, vous avez un tel labyrinthe que vous n'arrivez jamais à la personne responsable. Plus d'humains pour vous répondre et plus personne n'est responsable. Et le jour où il y aura des entreprises où il y aura de l'IA partout, ça sera la faute à personne. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas donner la personnalité juridique aux intelligences artificielles, si intelligentes soient-elles. Il faut que les humains assument les organes d'une personne morale, les personnes physiques quand c'est une personne physique. Et c'est comme pour ça les voitures autonomes, c'est le même. Tout à fait. Exactement. C'est ça. Exactement. Et c'est pour ça que les politiques doivent se mettre au travail urgemment. Ils doivent se réveiller. Ils doivent se réveiller. Oui. Ça sera le grand cri, votre mot de la fin? C'est ça. Avoir peur et se réveiller. L'anglais, voilà. C'est le seul endroit, c'est le seul wokisme que je recommande. Voilà, le reste, on s'en passera. Mais celui-là, c'est vital. Et là, ils sont très très loin parce qu'il faut bien voir qu'à de très très rares exceptions près, leur culture scientifique est égale à zéro aussi. Parce que, voilà, il faut quand même se former. Ça demande quand même un vrai travail de comprendre comment fonctionne Transformers, ce que c'est que les tokens, ce que c'est que les open web. Il faut travailler sérieusement aussi. Il faut apprendre. Alors, je ne comprends pas ce que font les conseillers, parce qu'ils devraient demander à des conseillers aussi scientifiques de leur expliquer ce que c'est, parce qu'on a besoin d'une base quand même de compréhension aussi un peu technique de la manière dont ça fonctionne. Mais l'hubris des politiques, c'est encore un autre sujet qui fait que peut-être qu'une IA serait plus modeste en certains. Ah, mais surtout pas. Ou responsable. On pourrait arriver à des politiques. Moi, je me suis toujours battu contre les décisions algorithmiques, que ce soit les freins à l'endettement, les critères de Maastricht, ou pire encore, le vote électronique, parce qu'au fond, les travers et les biais humains, ils ont leur place dans une décision d'intérêt public. L'émotion, le feeling, les valeurs propres, le débat, c'est comme ça qu'on arrive à de bonnes décisions d'intérêt public. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toujours bonnes. J'ai été assez longtemps parlementaire pour voir qu'il y a aussi de très mauvaises décisions, et parfois j'ai même aussi contribué. Mais là, c'est un domaine où les travers humains ont du bon. Ouais. Enfin, plus humble que Macron, à mon avis, on doit pouvoir trouver. Mais alors là, c'est un grand maître. L'erreur, effectivement. Même pour les journalistes, effectivement, peut-être vaut-il quand même mieux des journalistes un peu fatigués, parfois, pas toujours aussi performants, mais... qui produisent une intelligence particulière. On va se rassurer comme on peut. En tout cas, pour continuer sur ce sujet, il faut absolument vous munir donc du dernier livre de Luc Ferry, IA, Grand remplacement ou complémentarité. Vous trouverez tout, effectivement, tout, non pas sur le zizi, mais sur l'IA. Sur l'IA et tout ce qu'on n'a pas abordé, effectivement, le fantasme aussi de vie éternelle. C'est très amusant. Ça c'est très amusant et c'est très paniquant. Ils y croient tous. Hein. Et on y reviendra, j'espère que vous reviendrez nous voir. Avec joie, pour faire un volet numéro 3. Merci beaucoup Jean-Christophe Schwab. On rappelle, pour une souveraineté numérique, on en est très loin d'avoir une souveraineté. Encore du boulot, oui. Ouais, beaucoup de boulot. Et beaucoup d'émissions à faire aussi sur ce sujet, le droit du travail en Suisse, sans questions-réponses issues de la pratique, qui a été réédité cette année et qu'il va falloir urgemment aussi adapter. Ce droit
du travail en Suisse, peut-être pour les mois Il y aura du boulot, prochaines. oui. Ouais. Merci beaucoup Philippe Val. On rappelle votre livre, L'antisémitisme et la gauche et l'antisémitisme. Oui, ça va dans les deux sens, ça marche. Aux éditions L'Observatoire. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.